Salut à tous, on est de retour sur le plateau de Bureau Oval. Bah ouais, on est lundi et c'est l'heure de l'émission rugby de la First Team. Et aujourd'hui, je suis avec Yam et Emeric. Comment ça va, Yam? La forme? Ça va, ouais, ça va. Tranquille, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Pas grand-chose, je me suis reposé, j'ai regardé les matchs. C'était assez intéressant, notamment au niveau du suspense pour les barrages. Donc non, je me suis vraiment régalé. Et il y a un moment notamment que tu as kiffé, tu nous en parleras tout à l'heure, mais c'est l'intercession de Tisley contre Toulouse. Ça va, mon Emeric, toi? Forme? Moi ça va, je me suis levé genre juste très tôt pour regarder Game of Thrones pour pas me faire enculer aujourd'hui. À partir de là, j'ai un pouvoir. Tu sais, le pouvoir du spoil. Donc je suis content. Mais moi j'ai un pouvoir aussi de te casser la gueule. tu me spoil n'importe quoi. Ça va, je dirais rien. Il est petit mon pouvoir, je dirais rien, petit bras, mais quand on parle de Game of Thrones, je peux y aller très très fort. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va pas parler de Sansa Stark ou n'importe qui, on va faire un débat sur les phases finales de Top 14 parce qu'il y a encore du suspense et il reste une journée et vous allez me faire un pari chacun en gros pour savoir qui va se qualifier, qui ne va pas se qualifier et qui terminera notamment 4e. On va se faire un focus après ça sur Montpellier, on parlera notamment de la saison prochaine, bah ouais, parce qu'il y a un nouveau projet qui se montre à Montpellier et on en parlera. Et avant ça, comme d'habitude les amis, on commence avec les news. C'est parti. On commence donc avec de la Pro D2, bah ouais, parce qu'en ce moment c'est les phases finales, on en parlait lors des dernières émissions et ça y est, on la connaît enfin, cette finale on la connaît, ce sera Brive-Bayonne, ce sera dimanche à 14h au stade du Hameau. On va découvrir en tableau ce à quoi ressemblent donc ces phases finales et donc on aura une finale Brive contre Bayonne. Bon, déjà il y a eu la victoire de Bayonne contre Oyonnax, c'était un moment très très fort. On va découvrir après des images de joie, Emeric, mais toi, c'est vrai que ce match-là t'a plu. C'était énorme. Moi, ça m'a plu. Si t'es supporter de Oyonnax, je pense que t'es pas très heureux parce qu'il y avait 29-7 à la mi-temps, donc je pense qu'ils se sont vus trop beaux. Et pour une stat, je crois que sur les 32 matchs de barrage de Pro D2, il y a que 4 victoires à l'extérieur, donc bravo à Bayonne, qui a une équipe très jeune et très inspirante. Et à mon avis, je pense que Brive c'est trop solide, on va en reparler, mais je serais à la place de Grenoble, j'aurais très peur. Et en plus, Bayonne, il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés en fait au centre de formation, beaucoup de joueurs du cru, des Basques purs et durs. C'est vraiment, ils les font monter petit à petit. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment à mettre en avant. Alors en tout cas, c'est tout un club qui s'y attendait pas forcément. Quand on voit les images de joie à Jean Daugé, on se dit que bon il s'est passé quelque chose quand même et que on ne s'y attendait pas forcément. Alors qu'au début de saison, c'était une envie du club clair de monter. Mais bon, on n'y croyait pas forcément. Et bon, sur la fin, ça passe. Ils ont eu des pics de forme et de méforme. Et après, il faut dire que le Pays Basque, c'est une région de rugby. Bah ouais. Il y a Biarritz aussi à côté. Donc là, tout le monde souhaite qu'un club basque revienne dans l'élite. Donc si c'est Bayonne, tant mieux. Ça me paraît compliqué, mais en tout cas, je sais qu'ils se battront. Et non, ça fait vraiment très plaisir. Et donc, si Bayonne monte et que Perpignan descend, il y a des petites rivalités aussi qui font toujours plaisir. L'autre match, du coup, c'était Brive contre Vannes. Après ces images de joie de Bayonne, on a eu les images de joie à Brive, à Amédée Domenech. Alors, vous avez tous vu Brive favori quand on a fait le focus Pro D2. Bon, ça s'est confirmé, Yam. Ouais, il n'y a pas eu de surprise. Quand on regarde le 15 type, on l'avait montré lors de l'émission, c'est que des joueurs expérimentés qui ont déjà joué en top 14. Donc Brive, c'est une équipe sûre de leur force, très fort devant, en conquête. Donc sur les bases, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'on les a mis favoris. Ce petit jeu-là, ils sont en vrai, dessus. C'est bien pour Vannes aussi. Ils sont allés au bout d'une demi-finale. Ils n'ont pas été ridicules. Et ça va dans la progression logique de Vannes, donc c'est super pour aussi cette équipe bretonne, quoi. Exactement. Qui fait exister le rugby en Bretagne et d'une bien belle manière. On l'avait dit la semaine dernière, ils y vont step by step, étape par étape. Merci pour la traduction. Voilà, parce que tout le monde n'est pas bilingue. Donc, je comprends. Mais non, c'était le maintien, puis milieu de tableau, puis les phases finales. On arrive à faire un barrage, une demi-finale. Bon, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera une finale et une montée en top 14. Mais en tout cas, ils y vont progressivement et ça, c'est bien aussi. Brive-Bayonne, du coup, en finale, un favori, Emeric? Moi, je trouve que Brive est vraiment armé pour le top 14, donc ce serait logique. Après, c'était le dernier match de la phase régulière et ça a vraiment joué, ça s'est joué à 2 points, je crois, si je me souviens bien. Et donc Bayonne, est-ce que toi tu les vois gagner après ce parcours qui a battu Nevers?
qui a battu Oyonnax. Je les vois trop juste. Malheureusement, ils vont devoir faire le barrage contre Grenoble. Et après, un là barrage aussi... où eux, ils sont vraiment en montée, où ils ont l'euphorie. Mm. Même si tu perds une finale, je pense que tu as l'euphorie parce que tu sais qu'il y a Ouais. le barrage derrière. Grenoble, ils sont un peu au fond du seau, on l'a vu ce week-end. Ouais. Donc pour la suite de ces news, on va s'arrêter sur 2 nouvelles. Qui nous ont attristés, qui nous ont rendus heureux. Bon, ça dépend un peu des gens. C'est 2 retraites de 2 internationaux, Scott Spedding et Thomas Domingo. On commence avec Scott Spedding. Et toi, tu avais un truc particulier à dire sur Scott Spedding. Moi, j'adore Mike. Scott Spedding parce que ce mec-là, t'as envie de l'aimer. Et c'est quand même l'homme qui a mis le plus de points à plus de 48 mètres, tu vois. Donc à un moment donné, on adore. Le mec a tellement de pecs que pour montrer les poteaux, il est comme ça, le gars, tu vois. Non, mais c'est génial. C'est le seul gars qui a des pecs au niveau des pommettes. Bon, bah, à partir de là, on l'aime, quoi. Non, en vrai, c'est un super joueur, super arrière. Et puis, il a été fidèle dans les clubs par lesquels il passait, que ce soit Brive, l'ASM ou Castres actuellement, bien sûr. Et j'ai oublié Bayonne. Et c'est presque dommage parce qu'en fait, on en retient aussi beaucoup cette histoire de gif à la fin. Et on a presque l'impression qu'il s'arrête parce que plus personne ne veut n'osait de le prendre. lui, et alors que c'est quand même assez incroyable sa situation. Il est quand même sélectionné en équipe de France, il fait des Coupes du Monde et tout, mais il n'a pas le statut GIF, alors qu'il est en France depuis 2008. Non, c'est triste. Il a fait une Coupe du Monde avec la France, tu vois. Ouais, donc comment il ne pourrait ne pas avoir le statut GIF, c'est assez incroyable, c'est dommage. C'est vrai, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. En tout cas, lui, il l'a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il partait. Il a fait une déclaration dans laquelle il disait voilà, il y a eu des hauts, des bas, mais voilà, il parlait de véritable expérience. Le rugby fait partie de ma vie depuis mon enfance et ça continuera d'être le cas. Voilà, même si je n'y jouerai plus à ce sport fabuleux, je trouve qu'il avait une belle réaction sans parler de ces problèmes-là. Voilà, je voulais parler de cette réaction-là. Ouais. Et donc, les gars, après entier. Scott Spedding, il y a eu Thomas Domingo. Et Thomas Domingo, lui aussi, c'est un international, et un autre grand nom qui part. Pareil, il a eu une bonne période en équipe de France, et puis après, il y a eu une réforme des règles en mêlée, et du coup, il se faisait un peu plus sanctionner que d'habitude, ou qu'auparavant en tout cas, et ça lui a un peu joué des tours, on va dire. Et la légende voudrait qu'il y ait une réforme à cause de lui. Aussi, ça je sais pas, mais en tout cas, on lui reprochait sa tenue en mêlée, il me semble, ses positions, et il a été catalogué tricheur, un peu comme Rabat Slimani il y a quelques mois maintenant, et c'est un peu injuste ça, je trouve en tout cas. Et c'est dommage, en tout cas, de ce que j'ai pu en lire, il va s'impliquer au sein du club, notamment sur la formation auprès des jeunes et tout, et ça c'est bien. Ça, c'est bien, justement, ce partage, cette transmission que tu peux donner. Il a une sacrée carrière, quand même. Une grosse expérience à Clermont, et internationale à 25 reprises. Donc, ça, j'ai pas les chiffres. Tu te tournes vers moi, tu me dis 25 reprises. Moi, je te vois comment je suis nul au quiz, me demande pas ça. Tu pourras défendre ta chance tout à l'heure d'ailleurs. Non mais voilà, Thomas Domingo, c'est vrai que c'est bien d'avoir un joueur à qui on fait confiance pour parler aux jeunes. Et c'est bien la transmission et tout, c'est ouais. Exactement. Et donc évidemment, lui aussi a fait une déclaration ému. On le sent rien qu'à travers sa déclaration. 26 ans que je me régale à mettre des crampons tous les jours, à retrouver ce ballon un peu bizarre, il dit, et à prendre du plaisir avec les gars autour de celui-ci. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle. Donc voilà, Thomas Domingo, on te souhaite bouvant et on te dit évidemment merci pour cette belle carrière. Dernière news, c'est une annonce de transfert en top 14. C'est un joueur qui va de Clermont à Perpignan et on parle bien évidemment de Damien Chouli qui va aller rejoindre ce projet perpignanais, Yam. Damien Chouli, pareil, c'est dans l'air du temps un peu, hein. Il commence à se faire vieux malgré une belle carrière. Pratiquement 300 matchs de top 14, champion du monde moins de 21 avec la génération Ouedraogo, Mermoz, etc. Pareil, je crois que 46 sélections en équipe de France, donc c'était quand même un client. Ça a été un client, bon là un peu en méforme ces temps-ci, puis un peu délogé par les jeunes, Cancorier. On en parlait un peu avant l'émission. Et c'est vrai que Emeric, toi tu me disais Damien Chouli, oui, ok, mais bon, il m'a jamais. Moi, Damien Chouli, il m'a jamais fait bander, si je peux m'en passer, clairement, ça me va, quoi. Qu'il aille à Perpignan, c'est très bien. Voilà. Non mais en fait, en vrai, le mec est bon, mais du coup t'as des espoirs, tu mets des espoirs dans ce gars-là, et moi j'ai jamais été satisfait de ce mec. Je trouve
Je trouve Après, qu'il il est va plus déçu que. il est dans un certain rôle aussi. Moi, il me fait beaucoup penser à Purucelli. C'était un capitaine de touche. Il a été en équipe de France. C'est un coureur. Il s'est joué au ballon. Il colle au ballon. Il jouait 8, 3e ligne. C'est un joueur pour le ballon. Non, mais c'est assez représentatif ce que je vois là. C'est que Damien Chouli, en fait, il a toujours un peu divisé. Ouais, c'est sûr. Il a jamais su s'imposer. Ça, c'est il sûr. a jamais su s'imposer. Donc voilà. Bon, en tout cas, il va rejoindre donc Perpignan et on verra bien ce que ça donnera là-bas dans un nouveau projet en Pro D2. En véritable capitaine, sûrement. Voilà, c'est terminé, les gars, pour les news. Allez, bonne journée. On va parler. Non, reste là. On va parler top 14 parce que la fin de saison approche et c'est chaud, donc on en parle tout de suite. Donc on a eu la 25e journée qui a eu lieu ce week-end. On va découvrir en tableau les résultats récapitulatifs. Incroyable. On a des informations en gros principales. C'est que Lyon a gagné et donc a verrouillé sa 3e place pour un barrage à domicile. Le Stade français ne peut plus se qualifier à cause de sa défaite à Montpellier. Grenoble a battu Pau et est officiellement barragiste et recevra donc, tu en parlais tout à l'heure, le perdant de Brive, Bayonne à domicile. Donc il reste une seule journée. Donc, quels sont les enjeux de ce bouquet final ? Voilà, c'est le thème de notre débat. Donc, il y a uniquement des enjeux entre la 4e et la 7e place. Donc, on vous a fait un zoom, en gros, de cette partie de classement-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez nous faire chacun vos paris. Vous allez un peu vous mouiller, voilà, parce que c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'il y en a l'un de nous deux qui va se mouiller, pas l'autre, voilà. Allez voir. Voilà, parce qu'on découvre en gros ce tableau récapitulatif avec, donc, on le rappelle, Lyon qui est qualifié, le Racing qui va essayer d'aller chercher une demi-finale à domicile, 5e et 6e vont en demi-finale mais joueront à l'extérieur et donc le 7e ne sera pas qualifié. On commence avec le pari de Yam. On peut y aller, Yam. Ouais, mais moi je vais être effectivement moins couillu que notre ami Emeric, mais je vois le Racing. Vas-y, pardon. Je vois le Racing aller gagner à Agen pour la dernière de Ricciardo. Donc le Racing terminera 4e pour moi, juste derrière Lyon, et recevra son barrage à domicile. Quoique d'après ce que j'ai cru comprendre, Mylène Farmer sera à l'U-Arena à cette date-là. Donc du coup, ils vont quand même être à l'extérieur, même si ils se termineront 4e. Et puis malheureusement, je vois Montpellier sortir du top 6 parce que aller gagner à Clermont avec le bonus offensif pour être sûr d'être dans les 6e me semble vraiment inespéré pour eux. Je veux bien croire au miracle, mais là quand même ça me paraît assez compliqué malgré leur forme du moment. On a vu encore ce week-end contre le Stade Français, à la 50e ils étaient vraiment au pâquerette, on va dire, et ils ont failli se faire surprendre. Mais tout le match donc, ils sont au pâquerette, ils envoient que des quilles dans tous les sens. Moi j'avais un ami qui était au match et dans les tribunes ça arrêtait pas de dire mais arrêtez de rendre les ballons, est-ce qu'ils sont au courant qu'il faut mettre 5 points. Mais au final ils sont armés, ils sont lancés et tu as l'impression que rien peut leur arriver. Toi t'es d'accord pour le Racing ? Moi, je suis complètement d'accord pour le Racing. Je pense qu'ils vont gagner, assurer la 4e place. Je suis aussi d'accord pour Mylène Farmer. C'est une connerie. Ça, c'est un avis perso. Et par contre, pour Montpellier, je suis pas d'accord. Sur Mylène Farmer, ça veut dire que le Racing ne jouera pas forcément totalement. Ça, c'est une bêtise. Bon, voilà, c'est pas l'objet de ce débat, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est ridicule. Du coup, vous savez quoi ? Comme vous êtes d'accord sur le Racing, on va découvrir les paris. Tes paris à toi, Emeric, parce que donc tu penses de la même chose du Racing, mais tu penses pas la même chose pour savoir qui sortira du top 6. Tu vas nous le dire tout de suite. Moi, je pense que Castres va sortir du top 6. Et je pense que Montpellier va créer la surprise à Clermont. Parce que Clermont, j'ai l'impression qu'ils sont en vacances. C'est pas possible. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à l'arrêt, en préparation des deux. Ou alors, en vacances, c'est un peu méchant, mais. Ou alors, ils sont encore dans la continuation de la soirée suite à la finale de Challenge Cup. Là, moi, je les sens moins impliqués parce qu'ils sont déjà qualifiés. Et du coup, s'ils font un non-match à domicile, je crois que Montpellier peut vraiment créer la surprise et peut vraiment aller gagner. Justement, moi je t'arrête, je pense pas du tout qu'ils soient justement en vacances. Et au contraire, il y a un turnover et un changement d'effectif. Ah ouais, mais tu penses qu'ils vont risquer la blessure d'un Ledlow Justement, eux, comme ils sont sûrs d'aller en demi-finale, après ce dernier match à domicile qui sera l'occasion d'une grande fête avec des arrêts, etc., notamment Chouli qui va avoir, je pense, un bel hommage puisque c'était quand même l'un des capitaines en 2-3 années. Après, ils auront une semaine de repos. Donc, mettons l'équipe type, répétition générale contre un cador, on va pouvoir juger de nos forces. Et après, on a une semaine pour se préparer. On va sûrement aller en stage à Font-Romeu, à l'Alpe d'Huez. C'est une possibilité. Moi, je pense qu'ils vont pas prendre le risque de mettre que leur équipe type, même si
il serait bien inspiré d'écarter Montpellier, parce que si Montpellier arrive en barrage, ça peut être Il y a assez ça aussi. destructeur. Mais je pense qu'ils vont pas risquer. Eux, ils sont sûrs d'être en demi, et on a vu des roulements, et je pense que là, ils vont faire tourner. Tu peux pas galvauder un match à domicile comme ça, c'est la Ouais, je suis dernière. d'accord, je suis Certains d'accord. joueurs, c'est une D'accord, mais là, réputation tu as un générale. Tu autobus vois. qui arrive, qui est vraiment lancé, qui est motivé, et toi, inconsciemment, quoi qu'il arrive, tu as moins de motivation parce que tu sais que tu es déjà arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Connaissant, pas personnellement, mais un peu Franck Azema, ça m'étonnerait qu'il le galvaude et qu'il le prenne à la légère. Que lui, ouais, mais... Et puis tu sais, on parlait du match du Stade Français, il y a un facteur chance incroyable. Cruden qui trouve pas la touche, ils prennent un essai derrière. Il y a deux essais qui arrivent, dont l'essai du Pilier et de Payog aussi. Ouais. Ils surfent sur une bonne dynamique, c'est sûr. Mais ils ont la chance. Ça va s'arrêter. Tu peux pas gagner que sur ça, tu vois. Ouais, mais là, ils ont la chance, ils ont le momentum en ce moment. Et donc sur tes paris, donc, tu as parlé de Castres, et donc toi, du coup, tu vois Castres perdre contre Toulon. Alors, c'est pas ce que j'ai Et envie. donc Castres être éliminé. C'est pas ce que j'ai envie, mais en ce moment, je vois un Toulon qui est en roue libre, qui est en préparation de la saison par prochaine, et qui, du coup, est vraiment dans une très bonne dynamique et fait de très bonnes choses. Et je vois un Castres qui, sur les dernières journées, a perdu donc à domicile le derby contre Toulouse, a ensuite perdu à domicile contre Montpellier, et donc et ensuite ils sont allés gagner à Agen, mais difficilement. Agen qui avait plus rien à jouer. Et je me dis, tu reçois Toulon décomplexé, toi, mine de rien, t'as le couteau sous la gorge. J'ai un peu peur pour Castres, et c'est pour ça que c'est un pari. Ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais je pense que Toulon qui gagne à Castres, c'est pas impossible, et si ça arrive samedi, je vous enverrai beaucoup de SMS. Castres, tu y crois toi par contre Yann? Oui, parce que même si j'ai été déçu par exemple de la défaite contre Toulouse, on en avait parlé aussi il y a 2-3 émissions, Ouais. c'était un match vraiment de guerrieros et c'était fait prendre à leur propre Ouais, jeu. mais contre Montpellier derrière. Ça reste solide, Castres, sur de leur force. Tu vois, là, ils sont allés se rassurer à l'extérieur, contexte Ouais, ils difficile. sont rassurés à l'extérieur. Parce qu'en fin de match, ils gagnent donc 10-17 à Agen. En fin de match, ils étaient quand même pas loin. Non, ils sont pas loin de On se faire avait accrocher. notre chef d'aide qui se disait. Ouais, mais justement, ils l'ont pas perdu. Il a eu peur, quoi. Il est castré. Ils se sont fait peur. Donc mais c'est sûr que là, s'ils perdaient à Agen, on serait même pas en train de. Enfin là, on est en train de se dire oui, d'accord, merci. Et bien justement, donc du coup, ça met une spirale positive côté Castrais. Ils seront c'est plus Pierre-Antoine maintenant, mais c'est le même stade quand même. Oui, et c'est Pierre-Antoine. Non, c'est parce que c'est un nom de marque, donc on peut dire D'accord. Pierre-Antoine. Mais du coup, ouais, non, je les vois, Urios, les barrages, la fin de saison, c'est son truc, t'inquiète pas. Urios, il flippe, fait une déclaration et il dit attention, Toulon, c'est joueur. Voilà, il dit ça sera un match compliqué parce que Toulon est une équipe étonnante. Et en effet, ouais, ils ont remis vraiment. Là, ils sont vraiment en préparation de la saison prochaine. Toulon, t'as l'impression qu'ils produisent du beau rugby, tu vois. Et donc, pour toi, au point de faire de bouger Castres. Et je pense que c'est possible, ouais. Largement. Ça me paraît compliqué en tout cas. Hein. Donc, vous savez quoi, les gars? On va regarder les matchs, les 4 matchs. Des sous. Non, on va pas mettre dessous. On va regarder les 4 matchs décisifs qui vont jouer pour cette dernière journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va regarder La Rochelle. La Rochelle, qui est l'équipe donc que vous ne mettez pas dans vos paris. Pourquoi? Parce que vous la voyez tous les deux se qualifier. Ça vous fait pas peur ce match contre Bordeaux? Aymeric, Ça me fait plus commence par peur. toi. Depuis que j'ai vu la remontada, vu que c'est le terme à employer, de Toulouse, je pense qu'ils ont coupé les pattes à Bordeaux, mais terriblement, quoi. Parce que, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas vu le match, mais il y a une remontée de 30 grains à peu près. Et il me semble qu'il y a un demi de mêlée qui est rentré en jeu et qui a changé le cours du Sébastien match. Bézi qui a été Bien sûr. Et il y excellent. en a un qui est sorti, serein, peut-être passation de pouvoir, on ne sait pas. Voilà, on verra, on espère. Hein. Mais c'est vrai que Bézi, en effet, a été très bon. Et Thomas Ramos a été très bon. Mais donc pourquoi est-ce que La Rochelle, selon toi, a les armes contre l'UBB? Parce que l'UBB, là, ils ont le moral dans les chaussettes et que La Rochelle, ils ont un match à gagner à domicile. Ils restent quand même sur une belle finale de Coupe d'Europe. Je pense que même si au Loup, ils font un bon match, ils perdent, mais ils font un bon match, je pense qu'ils sont vraiment sur une meilleure dynamique. Là, ils savent très bien que c'est la victoire ou la mort, entre guillemets. Donc, Et puis pour le coup, je ne vois pas perdre. Pour le coup, Bordeaux, ils sont vraiment en roue libre, hein, je pense. Ah, la Bordeaux, là? Ah ouais. Ah, là, c'est Non, fini. là, c'est fini. terrible pour eux, malheureusement. Et donc, C'est je dur, vois ça fait pas 2 La ans, mais c'est Rochelle dur, hein. perdre, en tout cas à domicile. Et donc vous parliez donc du Racing que vous voyez tous les deux vous qualifier, mais qui aura un dernier match à jouer à Agen. Et ce match à Agen, voilà, il y a Mauro Reggiardo qui a dit qu'il ne voulait plus sûrement être sur le banc pour passer en gros la main. Et selon vous, alors Agen ne peut pas du tout bouger le Racing? Oh,
Ça me paraît compliqué. Même pour la dernière de Ricciardo, on sait qu'il a des petits gris-gris argentins venus de la Pampa, mais là, ça suffira pas malheureusement. Et ils sont déjà sauvés. Un autobus, toi? Non, ils sont déjà sauvés. Il y a le maintien est acquis, donc. Il n'y a aucune raison. Ouais, non. Non, mais le Racing, c'est un monstre à un moment donné. C'est une machine quand même. Faut se rendre compte que c'est du très très haut niveau. Agen, c'est pas pour rien qu'ils sont 12e, tu vois. Ah, il y a un gros écart. Il y a un écart. Même tu peux mettre tout l'envie que tu veux, à un moment donné, ils vont pas tenir. Je ne pense pas. Après. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, quand je vois toutes ces équipes, donc ces 4 équipes qui sont en lutte, qu'il y en a une qui va sauter, quelle équipe, selon vous, a le plus de mental en cette fin de saison pour passer réellement et qui en a le moins en ce moment, qui arrive avec le moins de confiance? Moi, je pense que Castres a le moins de confiance, d'où mon pari. Mais je pense et pourtant, toi-même, tu nous disais que Castres était une équipe de fin de saison. Mais ils sont, en tout cas, c'est une équipe de 2019. En 2018, ils font un début de saison qui est un peu mi-figue, mi-raisin. Et en 2019, ils enchaînent les victoires, ils reviennent discrètement. Ils n'étaient pas du tout dans le top 6. Ils reviennent, ils s'installent vraiment dans le top 6. Et je pense que cette défaite dans le derby, match qu'ils doivent gagner et qu'ils peuvent gagner vraiment, et à partir de là, mine de rien, ils ont pris un petit coup au moral. Et je les vois plus refaire du rugby victorieux, on va dire, en tout cas du rugby qui gagne, quoi. Non, donc, moi je sens un peu moins bien. Je pense que c'était une alerte justement par rapport à ça. C'est confirmé parce qu'après il y a une défaite où ils reçoivent Montpellier à domicile. C'est confirmé. Et c'est déconfirmé par cette victoire à Agen. Mais c'est Agen, Montpellier, on compare des. Non, vraiment, fais-moi confiance. Castres, ils y seront comme tous les ans. T'as entendu parler de. Il y a Urios. Il sait faire avec ce genre de match coup près. Mais j'espère. Il avait été gagné à Toulouse en barrage il y a quelques années avec Oyonnax. Il a une méthode bien à lui, propre, qui marche. Il n'y a pas de souci. En plus, il va passer la main après, donc il a envie de bien finir, laisser le club dans des bonnes dispositions. Il va les amener en phase finale. Ça, j'en suis convaincu. Après, là, j'ai l'impression que ça va se jouer vraiment pas grand-chose, quoi. Si Toulon emballe, ça va être dur. Ouais. Il fait la moue. Bon, en tout cas, dites-nous vous dans les commentaires qui est-ce que vous voyez vous qualifier, qui est-ce que vous voyez surtout se faire éliminer. Bon voilà, parce qu'il y a un point de désaccord surtout là-dessus. Est-ce que vous voyez plus Montpellier ou plus 4? Dites-nous dans les commentaires. On va regarder le calendrier de la dernière journée de Top 14 global quand même pour essayer pour voir que voilà, il y a ces 4 matchs là, mais il y en a aussi d'autres qui seront intéressants. Donc voilà, il y aura Montpellier qui ira à Clermont, Castres qui recevra Toulon, La Rochelle qui reçoit à Bordeaux-Bègles et donc le Racing qui ira à Agen. On va suivre ça. Je pense vraiment qu'on va tous se retrouver pour Stade Français section paloise. Hein. Vraiment, ça va être on a hâte. Putain. Le dernier match à Jean-Bouin, il va être morose parce que ça va être dur, ouais. Il y a toutes les tensions dans le club, etc. Et j'imagine que ça va être compliqué. Si j'avais un billet, je mettrais peut-être Pau, tiens. Non, ouais, voilà. On va se reconcentrer sur une équipe dont on a parlé, mais pour une autre raison. On va en parler dans le focus, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Eh ben ouais, merci. Allez, c'est parti pour le focus. Et ouais, le focus d'aujourd'hui, il est sur Montpellier. Mais attention, on en a parlé pour cette saison, mais on en parle pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un nouveau projet à Montpellier. Voilà, nouveau projet qui a été lancé par le président Moed Altrad, le président propriétaire, avec une nouvelle organisation. Ce staff 2019-2020 que vous découvrez, avec Verne Cotter qui passe d'entraîneur à directeur de rugby, un nouvel entraîneur, Xavier Garbajosa, qui arrive de La Rochelle et qui arrive avec 2 hommes. Lafont, donc, qui arrive de Montauban, un ami à lui, et donc Julien Thomas, qui était joueur à Montpellier et qui va devenir entraîneur des arrières. L'information la plus importante, c'est l'arrivée du coup de Xavier Garbajosa en tant qu'entraîneur, une nomination qui a pas mal étonné. Alors toi, est-ce que Yam, ça t'a étonné de voir Xavier Garbajosa entraîneur? Ça m'a pas étonné en fait qu'il quitte La Rochelle. Après, peu importe où il aille, mais ça m'a pas surpris qu'il quitte La Rochelle parce que clairement, c'est Jono Gibbs qui a pris les pleins pouvoirs et on sait que Garbajosa, ça fait 4 ans qu'il était au club à La Rochelle. Il commence à se faire sa place maintenant en top 14 et dans le monde du rugby entre guillemets. Et c'est l'écran supérieur, l'échelon supérieur, pardon. Et du coup, il faut qu'il a besoin de progresser, en fait, un nouveau challenge. L'arrivée de Jono Gibbs. C'est ça. Et donc du coup, il se cherche un nouveau challenge. Et là, il va avoir les pleins pouvoirs à Montpellier, en tout cas, au niveau de la structure d'entraînement. Et donc, on va voir. C'est une on va vraie voir ce qu'il y a dans le progression ventre, de carrière. c'est une vraie progression, effectivement. Parce que tu passes d'un club.
je veux pas mettre les Rochelais à dos, mais tu passes d'un club qui est plus milieu de tableau, qui est porte-barrage, à un club qui, mais certes, si c'est pas le un club qui fait des merveilles, fait des merveilles en tant que qualifié, etc. Un club qui a les sous, quoi, vraiment. À Montpellier, un club qui doit être dans le top 3, tous les ans, du rugby français. Donc il y a une vraie progression. Je pense que lui, son rêve ultime, bien évidemment, ce sera un jour d'entraîner Toulouse. Mais à mon avis, là, il fait une super progression. J'espère que ça va marcher. Parce que j'aime bien ce gars. Voilà. Et donc en plus sur cette fin de saison, il va y avoir le duel à distance avec Montpellier parce que comme on vient d'en parler dans le débat, il y a ce duel à distance. Ça se trouve, Verne Cotter va virer Xavier Garbajosa et ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Verne Cotter, lui, comment vous le prenez d'ailleurs ce changement de rôle pour Verne Cotter ? Peut-être qu'il paye aussi les pots cassés de la finale perdue l'année dernière, de cette un peu malchance, parce qu'on sait qu'avec Clermont aussi, il en a perdu un paquet de finales. Et prendre un peu de hauteur, justement d'être moins impliqué sur le terrain, mais plus en dehors dans la structuration des choses, etc., l'organisation, ça peut permettre de continuer la progression qu'a Montpellier, qui est un jeune club de top 14, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont dans l'élite, et leur permettre de franchir encore un cap. Il a cette vision un peu néo-zélandaise, anglo-saxonne, on sait que notamment sur la formation, c'est des gens très très compétents, donc s'il peut apporter ça jusqu'aux catégories inférieures, aux tout petits, ça peut être assez intéressant, donc oui, pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Après, comme tu dis, tu vois, c'est quelqu'un qui a une vraie science du rugby. Moi, voir Verne Cotter, directeur du rugby, s'occuper du marketing et des partenariats, ça m'emmerde. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas sûr que ce soit son rôle non plus. Il y a des gens qualifiés pour ça. C'est comme ça que c'est déclaré. Directeur de rugby, c'est vraiment pas de terrain et c'est quelque chose de beaucoup plus. C'est comme Fabrice Landreau, Stade Français, c'est quelqu'un qui gère beaucoup plus que le terrain et que le côté sportif. Effectivement, ça, petit bémol, je suis pas sûr que ce soit forcément pertinent. Après, il y a peut-être des diplômes cachés. C'est placard doré, moi, je trouve. Moi, je trouve que Verne Cotter, il était encore en contrat pour être entraîneur. Je pense qu'il voulait continuer parce que justement, ils ont un super centre de formation à Montpellier et que petit à petit, ils voulaient arrêter avec les Sud-Africains. Et je pense qu'ils en ont marre qu'on appelle Montpellier-Johannesburg. C'est un vrai désir, en tout cas, de Mohamed Altrad de franciser ce club-là. Et du coup, il s'appuie sur leur centre de formation qui est excellent. Et je pense que lui, il aimait ce projet-là et il voulait continuer de porter ce projet-là. Et on lui met un magnifique... on le met dans un placard doré, point barre. Et quand tu vois Verne Cotter s'occuper du marketing, moi j'ai voulu rafraîchir la page. Ça va être un de ses rôles, mais ça va vraiment être un de ses rôles mineurs après. Il va s'occuper du rugby aussi, mais... Ouais, effectivement. Beaucoup moins. Et la cohabitation aussi, on verra comment ce sera important. Ce sera important. On le dit quand même, ils se sont rencontrés la semaine dernière pour la première fois parce qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Ça a matché ou pas ? Ils se connaissaient pas du tout. Ça, je ne sais pas. J'étais pas. J'aurais aimé être une petite souris, mais. Ce qui par contre me surprend beaucoup, c'est la nomination de Julien Thomas. Alors, ça a été un bon joueur de top 14. Aucune expérience. Il arrive pour prendre en charge les trois quarts directement. Ça me fait penser à Jérôme Fiol. Par exemple, Julien Dupuis, pardon. Julien Dupuis, ou même par exemple Juan Lobé à Toulon et Thius Board. Et on a vu les résultats de Toulon cette année, notamment dans le jeu, c'était pas flambant. Donc attention à ce genre aussi de transition. Tu vois, moi je suis vraiment pour que on y aille par étapes. C'est-à-dire que pourquoi ces gars-là, ils ont une très bonne carrière de joueur, là-dessus il n'y a pas de problème, mais entraîner et jouer, ça n'a jamais été la même chose. Et donc pourquoi ne pas commencer à passer les diplômes, prendre peut-être les moins de 19, les moins de 21, les espoirs, etc., pour se faire petit à petit la main sur des équipes, tester des choses, leur système, leur fonctionnement, leur management, etc., parce que c'est complètement différent, pour après prendre une structure professionnelle. Pour avoir aussi une ambition rugbystique, tu vois, quand tu es entraîneur, tu dois transmettre quelque chose, transmets pas nécessairement ce qu'on t'a appris il y a 10 ans, tu vois. Évolue, renseigne-toi, va voir à l'étranger, va voir ce qu'il te fait. Et puis, je suis pas certain qu'ils aient tous une vision du rugby, tu vois. Je pense qu'ils vont appliquer... Exactement. Moi, j'ai le parallèle avec Zinedine Zidane. Il a d'abord entraîné la Castilla au Real Madrid, mais plusieurs années, je crois, au moins 2 ou 3 ans, avec des résultats pas forcément très positifs au début, en tout cas. Etc. Voilà, après, il est monté d'un cran, il est devenu adjoint d'Ancelotti. Il a appris aux côtés d'un des meilleurs techniciens, je pense, je suis pas spécialiste football, mais je peux te du dire monde. Au rugby, Zidane... Il est très mauvais, Ancelotti, très mauvais. Tu connais rien. Et donc du coup, après ça, il a pris la tête de l'équipe. Et comme en plus, il avait un rôle secondaire dans un premier temps, il était sûrement un peu
on va dire, le psychologue ou en tout cas Ouais, donc toi, en gros, tu veux vraiment nounou, avoir la nounou, voilà. une Et puis après, avancée. connaissant tous les Non, mais je suis d'accord. faiblesses. Il veut juste voilà, que les adjoints en rugby, c'est hyper important. On Ouais. sait, c'est que des phases spécifiques. C'est pour ça que le staff du 15 de France, dont on a parlé dans une précédente émission, je trouve est extrêmement bien construit parce que c'est plein de joueurs spécifiques, à des postes, des entraîneurs spécifiques, à des postes spécifiques. Là, on a l'impression qu'ils font plein de paris en même temps. Et je comprends ce que tu veux dire. Ça a l'air un peu bancal. Ça peut prendre, mais ça a l'air un peu bancal. Il y a un risque. Donc on a vu pour le staff et maintenant on va s'intéresser aux joueurs parce qu'il y a un grand joueur qui arrive, c'est André Pollard. Et André Pollard, mon Dieu que c'est un grand nom, Yam. Ben ouais, malgré sa jeunesse, parce qu'il est né en 94, donc il a tout juste 25 ans. Il est passé par une grosse blessure il y a pas si longtemps. En fait, il a eu Épaulé croisé. Voilà, exactement, avec une infection assez grave. Il a failli perdre son bras. Donc c'est assez incroyable. Ouais, c'est chiant ça pour jouer au rugby. Mais ouais. Ouais. Et puis même pour prendre ses protes, enfin pour faire plein de choses. Pour faire ses... Non, mais bref. Et non, c'est un super joueur, doublement surclassé à la Coupe du Monde moins de 21. Donc c'est-à-dire qu'à 18 ans, il joue déjà en catégorie moins de 20. Il a été à la Coupe du Monde en 2015 alors qu'il était tout jeune. Et puis en plus, il est de la défaite contre le Japon, faut le dire. Voilà, mais il est aussi la demi-finale contre les Néo-Zélandais. Contre le Japon, mais... Exact. Donc voilà, grosse expérience déjà. Hein. Il est capitaine cette année des Blue Bulls. Il a pas mal de points marqués à son actif. C'est le numéro 1 des Springboks. Il a tout l'avenir devant lui. Même ça m'étonne que justement les Sud-Africains ne l'aient pas verrouillé contractuellement. Alors s'il avait besoin de sous pour pas défiler avec nos gilets jaunes, ou alors il faut on confiance à l'envoie. Yortis. A priori non, pas trop, des échos que j'ai. Et du coup, voilà, s'il a besoin de sous, qu'il aille au Japon, faire une petite pige lucrative, pas de problème. Ben ouais, mais c'est ça, enfin, tu vois. C'est un choix étonnant pour toi. Moi, j'ai du mal à faire confiance à On Ourpon, un Sud-Africain qui est... il est fort chez lui. Je suis pas certain qu'il soit fort ailleurs. Au Japon, finalement, on l'a jamais vu jouer, mais un mec qui s'exporte au Japon à 25 ans, du coup à 24, 23 ans, je trouve ça très inquiétant. En plus, là-bas, malheureusement, le pauvre, il s'est blessé. Mais non, mais ça dénote pas quelqu'un qui a de l'amour du rugby. Non, tu vois, crois-moi, c'est un super joueur. Et non, contrairement à toi, est-ce qu'il va être bon? Regarde, Sexton, c'est un super joueur. Est-ce qu'il a été bon en top 14? Ça, tu peux jamais le savoir. C'était pareil pour Quade Cooper, etc. Après, André Pollard, c'est quelqu'un qui est quand même pragmatique dans son jeu. Tu vois, il est moins foufou que Cruden ou justement Quade Cooper. Donc au pied, il n'y a pas de problème, c'est un redoutable buteur. Il s'est plaqué, il peut jouer 10, 12, 15. Maintenant, il a une certaine expérience. Il a Serfontaine qui vient des Blue Bulls aussi, qui est son collègue. Donc au niveau de la communication, ils pourront parler africain s'il n'y a pas de souci, tu vois. Donc non, je pense que lui va apporter une vraie plus-value, t'inquiète pas. Ah bah si t'as un Sudaf qui doit arriver en France, il va à Montpellier, c'est sûr, de toute façon. Mais voilà, donc c'est pareil. Français maintenant, bon, voilà. Donc il y a un grand joueur qui arrive et il y en a d'autres qui vont partir, voilà, comme certains qui sont en fin de contrat, comme le pilier Gianni Duplessis. Voilà, on a fait un tableau récapitulatif avec les départs pour commencer. Romain Ruffnac, Yvan Vatremez, Gianni Duplessis, Alexandre Dumoulin et Rohan Pina. On a vraiment un espèce de petit coup de balai quand même sur des joueurs très importants de l'effectif et des arrivées comme celle de Guilhem Guerrado, Jamie McIntosh, Anthony Boutier, André Pollard. La première chose que j'ai envie de dire, c'est dans les départs, il n'y a pas Aaron Cruden, mais quid d'Aaron Cruden, on ne sait pas vraiment ce qui va devenir avec l'arrivée d'André Pollard. Effectivement, je pense qu'ils ne vont pas le garder, mais... il y a surtout aussi en plus le quota de GIF à respecter. Bah oui. Là, quand et Darmon est capable de jouer et joue 10 à Montpellier. Mais donc c'est pour ça. Là on voit qu'il y a des étrangers qui partent, mais il y en a aussi qui arrivent. Donc en tout cas ils vont pas gagner en termes de quota. Ruffenac, ça m'étonne parce que c'est un jeune, un Français qui n'a pas démérité en tout cas quand il a joué sur le terrain. Donc ça m'étonne un peu. Vatremez, il est plutôt en fin de carrière. Duplessis aussi. Dumoulin, le pauvre, il a je pense une carte de fidélité à Cap-Breton au CERS pour la rééducation parce qu'il est tout le temps blessé, le pauvre. Voilà, donc on espère qu'il va se relancer, mais bon, il a très peu évolué en fait, donc du coup compliqué de le juger. C'est dur de revenir. Et puis Punard, je crois qu'il avait aussi des soucis familiaux. Sa famille vit en Irlande, donc bon, compliqué. Ils font partie de la fronde un peu sud-africaine de ce début de saison qui est un peu pourri presque la saison du MHR. Donc,
Tu penses que on sent que surprenant Mohamed Altrad a envie quand même de réoxygéner il y a avec besoin d'un un nouvel entraîneur, un nouveau maître à jouer. Voilà, on sent que Montpellier part veut sur lancer de une nouvelles nouvelle bases. Et dynamique, dites-nous vous dans les commentaires si vous y croyez à ce nouveau projet Montpellier. Voilà, on a parlé longuement de ce focus sur Montpellier, les gars. On va pouvoir parler. Oyam explique. J'espère que t'es prêt, Moyam. Oui. Eh ben t'es prêt, c'est parti alors. Tu vas nous expliquer les interceptions. On y va. Et ouais, tu vas nous expliquer les interceptions, parce que dit comme ça, il n'y a rien à dire sur une interception, mais c'est un vrai geste tactique, une interception. Ouais. Plus tactique que technique pour ce coup-là. On va voir les images à l'écran. Alors, mais, tu nous parles de quel match et de quel joueur? Je vais prendre un exemple marquant et qui est magnifique, en tout cas, en tant qu'ailier, poste auquel j'occupe. C'est vraiment un exemple et à montrer dans toutes les écoles de rugby, pour reprendre l'expression, parce qu'il y a en fait, pourquoi on tente une interception? Très souvent, c'est parce que le dernier joueur qui est en fin de ligne est un ailier, et en fait il se retrouve en sous-nombre défensif. Donc c'est-à-dire qu'il a 1, 2, 3 ou 4 joueurs de plus à défendre, et donc il est obligé en fait de tenter une action, on va dire un peu suicide, un peu kamikaze, pour annihiler l'action offensive, parce que sinon il y a essai. Dans tous les cas en fait, il est en sous-nombre. Donc il y aura essai quoi qu'il arrive, ou en tout cas situation très dangereuse. Donc, autant jouer le tout pour le tout et tenter d'intercepter, donc de couper la trajectoire de la passe de l'attaquant afin de annuler l'équipe. Donc, quand on voit sur l'écran, on voit que c'est catastrophique en termes de replacement défensif, parce qu'il y a au moins 7 joueurs sur 3 mètres carrés côté bordelais. Ils sont en bleu drapeau à damier. Donc, c'est le match de ce week-end. C'est ça, voilà, pardon. C'est Bordeaux contre Toulouse. Le début du calvaire pour les Toulousains. Et donc, on décide d'écarter au large. On voit qu'après la flèche blanche, il y a un surnombre et un espace libre tout au fond. Donc, c'est très bien joué de vouloir aller jouer dans les espaces libres au fond. Donc, Dupont fait la passe. On voit sur l'image suivante que donc, Zach Holmes va récupérer le ballon en position d'ouvreur. Voilà. Et donc là, il est au centre du terrain. Il est au centre du terrain. Et on voit déjà, en gros, tu le select. Exactement, qui commence à anticiper et à monter. Alors qu'on voit qu'il y a, donc, avec le porteur du ballon, 4 joueurs, et donc il y a un surnombre. Donc il faut effectivement aller jouer extérieur, mais peut-être prendre plus de profondeur, parce que sur l'image suivante, on va voir que Tisley, il a très bien lu la trajectoire et l'action, et donc il coupe la passe de Holmes, qui était le numéro 10, à destination, il me semble, que de Ntamak. Et donc en coupant l'action, il supprime le surnombre, et surtout, comme tous les attaquants étaient en position de marquer, il n'y a plus personne en couverture derrière. Et donc c'est un essai très très facile, parce que vous allez voir sur l'action, les images d'après, qu'il n'y a plus personne. Franchement, je ne jouerais pas un 2-3 soleil avec ce mec-là. Et en plus, il court super vite. Et c'est redoutable, parce qu'il y a une lecture tactique de l'action qui est magistrale. Et ça fait la différence. En fait, ce qui est hyper cool, c'est que c'est jouissif de faire une interception. Et ce qui est important, ce que tu as dit, c'est que c'est dans un cas très précis qu'elle est intelligente. Parce que si tu le fais alors que tu es en poste de 10 ou 12, tu ouvres toute ta défense et tu niques ton système défensif. Et le système. Donc c'est vraiment, il y a des bons moments pour les déclencher. Et je pense que là, pourquoi c'était pertinent, comme je l'ai dit, c'est qu'il y avait sous-nombre. Donc de toute façon, c'était très très dangereux. Il allait avoir probablement essai. Donc il avait rien à perdre en fait. Et donc il a pris le temps. Et quand il s'est lancé, et il a vu Mais après, il l'a senti souvent, tu le sens, parce que il a pris volontairement un peu de recul pour partir sans être hors jeu, donc obligé de lâcher une énorme axelle. Et est-ce que là, par exemple, en l'occurrence Hugo Mola, on veut à son 15 d'être allé apporter un surnombre alors qu'ils étaient déjà énormément en surnombre? C'est le jeu. Offensivement aussi, comme je le disais, il y avait surnombre. Donc il fallait aller jouer là. C'était très bien identifié sur la flèche, comme on le revoit. C'est peut-être Holmes qui doit réagir et qui doit le voir. Voilà. Ou peut-être prendre encore plus de profondeur. Côté réceptionneur de la balle, c'était le premier centre, il me semble que c'était Ntamak, pour justement éviter ce genre d'action et pouvoir peut-être faire une passe sur le pas, comme on dit, passe et donne, ou alors justement avoir le temps de jouer et de fixer Tisley, qui là n'aurait rien pu faire. Sauter, passer. Ou sauter carrément. Si ton 10 le voit, il peut lancer. Mais après, sauter de 20 mètres, mais tu perds
Voilà, souvent le la sauter, surnombre. tu perds la vitesse. Parce que la balle, justement, elle plane en l'air et donc on perd du temps, en fait. Donc, Vous qui êtes justement, des arrières, les interceptions, vous avez dû kiffer quand même. C'est le, Génial. ouais, c'est le truc qu'on c'est vraiment qu'on trop adore. jouissif, quoi. C'est Tu as génial. l'impression de baiser tout le monde, quoi. C'est monstrueux, quoi. Rien que ça. Calme-toi quand même. Pardon. Calme-toi quand même. Je Non, parle mais bien en de tout cas, rugby. Je parle bien de Surtout, rugby. surtout les supporters, parce que bon voilà, je le cache pas, tout le monde sait que je suis supporter du Stade Français. Et une fois j'étais à Jean-Bouin et il y a eu une interception de Benjamin Fall. Mon Dieu, qu'elle m'avait fait mal à la dernière seconde. Mais Tu c'est- perds le derby là-dessus. Et voilà, c'est c'est génial. magnifiquement bien joué de la part de Benjamin Fall. Et c'est vrai qu'en tant que supporter, c'est le truc qui te tombe sur la tête, pense à te le mettre derrière la tête. Non, et parce puis, que, ouais, en fait, c'est un- j'étais déjà sorti, t'as il n'était même pas l'ascenseur encore émotionnel. arrivé dans. Parce que tu es forcément dans la une bonne dynamique. dynamique d'attaque et tu te prends assez derrière. C'est Donc terrible. voilà. Même Donc, moralement, bon. quand t'es joueur, c'est terrible. Ah ouais, ça Donc fait voilà. très mal sur le Pour casque. ces moi, j'ai joué 10 aussi. interceptions Quand tu te magnifiquement- fais intercepter, t'es pas bien. Donc ces interceptions magnifiquement expliquées par Yam, je te remercie. C'était super bien. Bon, bah tant mieux. J'espère que le J'espère que ça a quiz été clair. sera super bien maintenant parce que c'est l'heure du quiz. La troisième mi-temps, c'est maintenant. C'est parti. Alors, comme je vous le disais les gars avant l'émission, ça a un peu changé le quiz aujourd'hui. Il y aura évidemment des qui est avec des visages cachés et à la fin on va essayer de trouver des ballons, voilà tout simplement. Et Ah, vous allez répondre voilà. aussi à une question, à une citation très très célèbre. On va voir si vous me donnez la bonne réponse. On peut y aller, Erwan, pour le premier qui est. Miloszewski. Melouchowski 1-0 pour Yam. Il a été très rapide. Comment tu l'as reconnu hein Carrure, tout simplement. Ouais, carrure, je pense. Carrure. Parce que Et des Maillot solides aussi. comme lui, il n'y en avait pas beaucoup. Et en plus, il est passé par Massy. Donc, c'est dans ma jeunesse, pas une idole parce qu'on jouait pas le même poste. Mais ça a été un des exemples à suivre, en fait. Je me suis dit, il est passé par le club auquel je suis. Peut-être que moi aussi, je peux. Donc, Et voilà. Et on au va- final, On va voir Non. si le prochain homme était aussi un de vos exemples. Erwan, on peut y aller pour le deuxième qui est. Good. Andy Good. Ah ouais, Excellent. Je reconnais ça PNJ. La mitaine. Un partout. Qui a La quelques problèmes avec Toulon, avec La moi, mitainasse. Jalal, dernièrement. Voilà, si vous voulez vous régaler sur Twitter, vous mettez Andy Good. Il clash de tous les côtés. Troisième Traduc. qui est. Non, C'est c'est pas Bourgoin, Trinduc. c'est Benjamin Boyer. C'est Benjamin Boyer, bravo. Félicitations, qui a terminé meilleur réalisateur du championnat de France il y a quelques années. Voilà, Ouais, ouvreur plusieurs de fois même, je Bourgoin-Jallieu. crois. suis dit C'était aux un cheveux. excellent buteur. Un excellent. Ouais. Et qui ressemble beaucoup à Skrilla, moi je trouve. Mais voilà, ça c'est pour moi. 2-1 pour Yam. Ok. Tout le monde Pas de ne sera problème. pas d'accord, mais voilà. Pas de problème. 2-1 pour Yam, on peut y aller. Du coup, les gars, il y aura une photo où vous allez trouver où se trouve le ballon, tout simplement. Vous allez me donner une réponse chacun. Bah, je dirais. Je A dirais- pour Yam, Moi, je dirais pas B, donc dans l'axe du B, je dirais C. tu dirais C. Ouais, genre, tu veux attraper la balle et tu te cagues. Erwan, tu peux y aller pour la réponse. Bravo, Evry. Et voilà. C'est ça que je veux comme quiz, moi. Moi, je veux des quiz comme ça, les gars. Ouais, il a raté malheureusement. Ah, mais Scott, c'est sûr. je voulais lui rendre hommage et en fait, voilà, il rate une Tu le interception. descends encore plus. Après, tu t'étonnes qu'il trouve pas de club, le mec. C'est vrai, mais en même temps, quand t'as l'Irlande qui t'arrive dessus, c'est pas simple, une interception comme ça. Dernière question, il y a donc 2-2. Ouais, il y a deux. On a donc une question qui va permettre de donner la réponse gagnante. On peut y aller, c'est une citation. Vous allez me dire qui a dit « Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je l'aurais pris dans la gueule Bah, c'est Spanguero. Ouais, ça. c'est Spanghero, il n'y a pas match. Hein. C'est Et Walter Spanghero, ouais. c'est sûr. Bah bravo les gars, bravo. C'est Walter Spanghero. C'est Walter Spanghero. Bah, eh, J'aurais dû mettre des anciens, parce que c'est vraiment une phrase d'ancien, ça, tu vois. donc, bah, vous savez ce que je vais faire. Est-ce que je trouve comme ça à la volée un qui suis-je ou un truc comme ça? Oh, là, j'étais bien, perso. Eh bien, on va trouver non, un qui mais- suis-je. Ok, On va- vas-y. Mais bien évidemment, on peut. C'est pas possible, je peux pas vous laisser comme ça. Parce que toi, t'étais bien avec le match nul, mais non, je te Ah laisse ouais, je pas te jure comme que ça. moi, le match nul, pour moi, c'est une victoire. Donc, je vous donne un parcours d'un mec qui a été formé à Metz. Et oui, Metz, à Metz, une école de Grand rugby, club formateur. au stade dijonnais. Et qui, Kamicha. ce n'est pas Kamicha, et qui, comme Benjamin Boyer, est passé par Bourgoin-Jallieu. Il est devenu pro à Bourgoin. Il y a joué 3 ans. Et après, il a rejoint Clermont. Bonner. Julien Bonner. C'est pas Bonner. À Clermont, il y joue encore. C'est un des joueurs très très importants qui a fait énormément l'actualité cette dernière saison et notamment pendant le tournoi Destination. Parra. Morgane Parra, Evry. Il y a qui en face? Il y a plus personne en face. Incroyable. Attends, il vient de bravo. Metz, Parra, c'est incroyable. Félicitations. Evry.
Et quelqu'un a des nouvelles de Yam? Les gars, on va entendre parler il est pendant où 120 ans. Ça va être Je le génial. savais en plus. Tu C'est le trop con. savais, il dit qu'il savait, c'est ça, ouais. Ah, Ouais, les gars, moi, regardez-le, c'est bravo, bravo, franchement, bravo Emeric. On va Ah, découvrir putain. pour terminer cette belle émission. Non mais tu sais, Le je suis un peu comme calendrier les du All top Blacks. 14. Je suis très bon, mais je suis pas indescriptible, tu vois. Bah c'est vrai, t'es pas Indestructible. indestructible. Bah ouais, t'es pas indestructible, Écoute, mais ça mec. arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Regardez le décor du tableau du plateau. C'est un bordel pas possible à cause de toi. Bravo. Pas rien. Attends, j'aurais pu faire pire. Hein. Bon, voilà, on va découvrir comme je le disais, le calendrier top 14, la 26e journée Voilà. qui aura donc lieu ce week-end. Le bouquet final, voilà, avec donc les matchs pour la Très belle saison quand même. Voilà, pour savoir qui se qualifiera pour les phases finales avant, évidemment, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une preview des phases finales parce qu'on aura les affiches claires et nettes. Merci les gars pour cette émission. Merci à toi, Joseph. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Gros bisous.